Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pas minuit, décidément, je veux vraiment y arriver, au minuit. Non, avant, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses après moi. Vous allez retrouver André Berkoff à midi. Oh, il y a du bruit. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes avocat, vous participez, vous collaborez au magazine Causeur et vous avez un blog Vue du droit. Bonjour. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie, vous allez bien? Bonjour, très bien et vous? Très bien. Jérôme Dubus, conseiller La République En Marche de Paris, président du groupe PPCI, les Parisiens progressifs, constructifs et indépendants. Bonjour à vous. Bonjour, tout va bien? Et tout va bien. Chez vous aussi? Bon, oui, tout va bien. Et Jacques Miard, en pleine forme, j'imagine, maire LR de Maison Lafitte. Vous êtes en pleine forme? Les vieilles tiges, ça reste debout. Et heureusement qu'on a un peu d'expérience pour tenir la barque. Oui, mais enfin, vous avez fait campagne. Vous avez fait la campagne des municipales. Oui, absolument. Non, vous avez fait campagne pendant les municipales. Chère Virginie. Parce que je peux vous dire qu'en matière de Paris Match, c'est plus le vieux monde, c'est Jurassic Park. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voilà, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Il est en forme, Jacques Miard. Oui, absolument, mais avec Paris Match, on a une vieille histoire, c'est pour ça. Je lui expliquerai une autre fois. Vous lui expliquerez, voilà, vous réglerez vos comptes après. C'est pas avec Virginie, hein? Non, je le sais. Allez, Édouard Philippe seul au front, une mission d'information hier soir, qu'en pensez-vous? Alors, il a parlé du déconfinement, est-ce que c'était pas un petit peu tôt pour en parler? Est-ce qu'on prépare les Français à un déconfinement? Mais qu'est-ce qu'on sait de la fin du confinement? On vous pose la question, et puis toutes vos interrogations, 0826 300 300. Commençons peut-être par un petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Virginie Leguet, commençons avec vous. Vous voulez dire les coups de gueule ou les coups de cœur? Voilà, absolument. Alors moi j'ai un petit coup de gueule contre ceux qui volent quasiment les stocks de masques qui ont été commandés en Chine et qui les volent quasiment sur le tarmac en les payant 4 fois le prix de ce qui a été payé, y compris lorsqu'il s'agit de commandes de régions chez nous françaises ou même de commandes d'État. Et on s'est aperçu, enfin pas moi, mais les autorités françaises se sont aperçues que les Américains sur le tarmac n'hésitaient pas à venir dire combien vous les avez vendus. Nous, on vous en propose 3 ou 4 fois le prix et on paye comptant, ce qui n'est pas le cas des collectivités locales qui doivent payer une fois à la commande, une fois à la réception et après en 3 fois. Donc évidemment, pour les Chinois, l'avantage est double ou triple. Oui, alors juste une précision, c'est Éric Revel qui ce matin nous a signalé ça, c'est que la France qui donne des leçons en la matière, pareil, nous sommes indignés, a fait pareil. 4 millions de masques à Lyon qui ont été saisis par la France, détournés par la France et qui étaient destinés à la Suède. Vous en avez entendu parler aussi, Régis? Valérie, c'est la Suède qui a envoyé ça à l'Italie et à l'Espagne. Et ils sont arrivés à Lyon et on les a réquisitionnés et on les a gardés. C'est pas fameux non plus, hein? Non, c'est pas terrible non plus. D'accord, c'est pas fameux. C'est ce qu'on appelle la coopération européenne. Non, mais ça on voit le s'appelle la réquisition, tout simplement. Oui, Jérôme, je t'en prie, c'est inadmissible quand il s'agit effectivement de choses en transit pour l'Italie. La République tchèque a fait la même chose. Oui, mais que la France ne donne pas de leçons. Que la France ne donne pas de leçons dans ce cas-là, c'est juste ça, c'est que on fait finalement n'en profitent pas pour se réveiller. Non, parce que vous êtes que tu as mis à côté de la plaque, tu devrais réviser ta copie. Ah, monsieur Jacques Miard. Mais mon cher Jérôme, je te l'ai déjà dit, tu es à côté de la plaque. Mais je vois que malgré le confinement, on a mangé du lion sur ce plateau. Voilà, on a mangé du lion. Bon, enfin, Jérôme Dubus, c'est même le président de la République qui a prononcé le mot de souveraineté hier. Mais c'est lamentable quand on entend ça. Ils n'ont rien appris depuis qu'ils sont nés. Ça fait 58 ans quand même, Jacques. Hein. Salut Jérôme. Alors, donc un détournement de masque, mais c'est un peu le chacun pour soi. Hein. On pourra y revenir. C'est à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Chacun fait ce qu'il veut. Un petit coup de gueule en passant pour cette pharmacienne d'ici les Moulineaux. C'est le Parisien. J'ai lu ça dans le Parisien ce matin, qui a été interpellée. Elle avait, je sais plusieurs dizaines de milliers de masques qu'elle revendait sous le manteau. Ce sont des situations
situation absolument lamentable. C'est la part sombre et la part lumineuse dont a parlé Édouard Philippe il y a quelques jours. C'est la part sombre de l'humanité. Ben, la part lumineuse, elle est pas mal. Hein. Je trouve que le peuple français, il donne quelques beaux exemples quand même. Hein. Oui, absolument. Je voudrais pas qu'on parle trop, qu'on monte trop en épingle ces manquements, ces défaillances et tout. Parce que dites donc, il y a du monde qui est au front. C'est vrai, absolument. Et je ne sais plus qui disait hier, on gagnera c'est grâce au peuple français également qui fait preuve d'une solidarité dans de très très nombreux cas. Alors Jérôme Dubus, vous, c'est un coup de gueule. Oui, ça va faire plaisir à Jacques Miard parce que la tête de Turc en ce moment, c'est Monsieur Oestra, qui est le ministre des Finances des Pays-Bas, qui s'est très mal comporté la semaine dernière lors du sommet européen, qui a refusé évidemment qu'on mette en place ce qu'on appelle les Corona Bonds, c'est-à-dire en fait que l'Union européenne puisse émettre de la dette, non plus par les États, mais directement au niveau européen. Et évidemment, il était piloté par l'Allemagne, qui joue un rôle un peu ambigu dans cette affaire. Il y a une nouvelle réunion le 7 avril, j'espère qu'elle sera concluante, car aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a émis à peu près 1000 milliards de possibilités financières pour les États, mais on sait très bien que ça ne suffira pas. Il faut donc qu'aujourd'hui, et dans les jours qui viennent, l'Europe puisse décider collectivement d'émettre de la dette. On ne s'en sortira pas sans une émission obligataire de la dette au niveau européen. Alors, ça fait bien longtemps que l'Europe est dans l'incapacité de décider quelque chose collectivement, malheureusement. Attendez, soyons un peu optimistes. Oui, vous avez raison. Les Pays-Bas et l'Allemagne vont revenir à de meilleures solutions, car de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, moi, je veux bien que M. Oestra nous donne des leçons. Il a même demandé, vous vous rendez compte, une commission d'enquête sur les pays qui ne se seraient pas préparés budgétairement et financièrement à la pandémie. Comme s'il y a 6 mois ou il y a 1 an, on pouvait prévoir cette pandémie. Donc, tout ça n'est pas sérieux. J'espère que tout le monde va revenir à de meilleurs esprits et faire en sorte qu'on puisse aider les pays qui en ont besoin, pas seulement les pays de ce qu'on appelle le Club Med, passez-moi l'expression, l'Italie, l'Espagne et la France qui sont en difficulté effectivement, mais tous les pays européens qui en ont besoin. D'ailleurs, la lettre qui avait été signée a été signée par l'Irlande et par le Luxembourg pour la première fois. Alors, quelqu'un veut répondre à ce que vient de dire Jérôme Dubus ? Oui, je vais répondre, parce que c'est la fuite en avant. Et en réalité, Jérôme, je vais vous dire une chose. Quand on saute 1m40, eh bien, on ne met pas la barre à 1m80. Et c'est ça le problème, en réalité, de tout le système qui a été construit en Europe. Et donc, aujourd'hui, qu'on essaye de faire passer les eurobonds comme étant la solution miracle, il y a une autre solution beaucoup plus simple, qui est les avances des banques centrales, de chacun des banques centrales des pays, aux États, pour passer le cap. C'est la seule solution pour investir et relancer la machine. Quant aux eurobonds, c'est très simple. Non, Jérôme, laisse-moi terminer. Quant aux eurobonds, c'est très simple. C'est qu'en réalité, effectivement, c'est une mutualisation de la dette. Et là, on voit très bien qu'en réalité, l'Allemagne a toujours dit qu'elle ne payerait pas, malgré le libre service sur le principe d'un budget européen. Donc, c'est là où véritablement ce système, effectivement, est au pied du mur. S'il y a des eurobonds, ça va effectivement émettre pendant un certain temps, mais on verra vite les limites, parce qu'on dépassera des limites. Donc, il est clair aujourd'hui que le système européen sur lequel on a basé l'ensemble de la coopération monétaire est à bout de souffle. Il y a un moment, il faudrait peut-être réfléchir, savoir comment on résout le problème réellement et pas par des artifices. Et les eurobonds, on en verra rapidement les limites. Bon, on verra ça. On va continuer notre tour de table. Régis de Castelnau. Alors moi, c'est un coup de gueule, mais qui est pas très fort, pour une fois. Donc, pour une fois, vous me lissez. Vous me lissez. Je vais, ça doit être mon écuménisme. La Provence, vous l'énissez ? Non, pas du tout. En ce moment, je travaille sur tout ce qui concerne le pénal et tout, et donc je suis considéré comme très méchant par tout un tas de gens. Mais non, ce que je voulais dire, et j'excuse un peu Emmanuel Macron, c'est tout ce qui tourne autour des municipales. Alors, c'est pas un détail, on nous annonce que le deuxième tour, en octobre, après nous avoir dit que c'était le 21 juin, je pense qu'il faut être sérieux. Ce premier tour, ça a été une erreur de l'organiser, une erreur, et on en paye
les conséquences aujourd'hui, mais il ne faut pas s'acharner. Hein. Je pense que l'abstention fait que ce scrutin n'était pas sincère, enfin ce qu'on appelle la sincérité du scrutin. Il a été faussé. Le deuxième tour qui se passe 6 mois après le premier, ça ne tient pas debout, au plan constitutionnel évidemment. Moi je pense qu'il faudrait annuler complètement ces élections, surtout que faire arriver en plein déconfinement, faire arriver de nouvelles équipes, etc. et tout, ça me semble pas une bonne solution. Moi, je serais pour qu'on reporte ces élections, en laissant les équipes en place, on reporte ces élections au mois de mars prochain, avec les départementales, les régionales et les municipales en même temps, ce qui n'est pas très compliqué à organiser, hein, et au moins, je veux dire en plus, ça permettra au bout d'un an, justement, dans des scrutins assez nombreux, hein, eh bien, de donner la parole au peuple. Donc voilà, c'était pour dire... Mais vous oubliez, mon cher Régis, qu'il y a déjà une très grande quantité de maires qui ont été élus dès le premier tour et qui donc aujourd'hui... Attendez, je termine. Et qui aujourd'hui étant élus, peuvent déjà faire fonctionner leur mairie. Donc pourquoi recommencer un scrutin qui est clos? Pourquoi recommencer un... Ils n'ont pas été installés. Ils n'ont pas été installés. Excusez-moi, le juriste va revenir avec ses arguments. Non, mais c'est vrai. Mais ils n'ont pas été installés, les mairies ne fonctionnent, se sont expédiées les affaires courantes, les équipes d'avant, si vous voulez, je connais assez bien le sujet. Donc je pense que ces élections avec 65% d'abstention, la légitimité est faible. 55, je pense, 55. remettons les compteurs à zéro. 55. Et il n'y a pas de seuil minimum, hein, de toute façon. Il n'y a pas de seuil. Alors attendez, peut-être que le maire peut parler. Vous avez des milliers de recours, vous avez des milliers de recours, et je pense que le Conseil d'État, au final, il les annulera. Non, Régis, premièrement, je suis désolé Jacques de dire... Jacques Miard, vous connaissez le sujet. Oui, alors, je suis un peu étonné des remarques de Régis, pour la bonne et simple raison que la loi a prévu le cas, là. Et que la loi qui vient d'être votée par le Parlement, dans les conditions que l'on connaît, a prévu que si les élections sont faites en juin, ce sera sur la base du résultat du premier tour pour les gens qui sont en ballottage, et que deuxièmement, si c'est reporté en octobre, à ce moment-là, on annule bien évidemment le premier tour et on repart pour des élections. Donc ça, oui, parce que l'écart entre le premier et le deuxième tour, c'est trop important. Voilà. Donc, oui, mais attendez, la loi l'a prévu. Pas tous en même temps. Oui, la loi l'a prévu. Deuxièmement, on a accusé, moi je suis de ceux qui pensent, et d'ailleurs j'ai aussi des témoignages sur ma ville, qu'en réalité les conditions des mesures barrières qui ont été prises pendant ces élections ont été efficaces et que les gens qui ont été contaminés, c'est soit avant, soit après, mais on ne peut pas mettre en cause stricto sensu la tenue des élections. C'est pas vrai. Est-ce que je peux dire un mot? Non, personne n'en sait rien. Le nom de président du bureau sont contaminés, enfin voyons. Vous criez dans mon oreille délicat. Pas tous en même temps, oui, et pour nos auditeurs aussi, donc il faut parler les uns après les autres. Alors Jacques Miard, continuez. Jacques Miard continue. Jacques Miard, fini. Personne ne peut affirmer, parce que je peux vous dire que nous, on avait pris des grandes mesures, et j'ai des témoignages de gens qui disent que ça s'est très bien passé, et on ne peut pas dire que c'était à cette occasion que certains ont été contaminés. Soit ils ont été déjà contaminés avant, soit ils ont été contaminés après. Et on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On ne le sait pas. Jamais. Je suis bien d'accord. Écoutez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Je suis désolé que vous soyez avocat et que vous essayez de monter des recours. Non, excusez-moi, j'ai écrit 2 livres sur le droit électoral. Permettez. Non, là je ne criez pas. Mais là on parlait. Ne criez pas parce que c'est très désagréable. France entière. Il y a atroce de crier comme ça. De témoignages. Il y a des centaines de témoignages de présidents, d'assesseurs et d'électeurs qui sont contaminés. Je suis désolé. Est-ce que je peux dire, allez, on va partir en pub pour calmer le débat et on revient après. Stop. Petite pause. Respirez et on y revient. Alors, on est avec vous jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité avec des très fortes personnalités aujourd'hui. Alors, je vous le dis, chers débatteurs, Virginie Leguet, Jérôme Dubus, Régis de Castelnau et Jacques Miard, c'est parfois inaudible quand vous parlez les uns sur les autres. C'est un sujet intéressant qu'a évoqué Régis de Castelnau sur le report des élections. On va continuer du second tour des élections. On va continuer à en parler. Moi, j'étais juste d'accord avec Jacques Miard au départ en disant c'est vrai que
les bureaux de vote avaient été plutôt très très bien tenus. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au moment du dépouillement, ils étaient tous les uns sur les autres et que la contamination a pu se faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas des gens de l'extérieur qui ont contaminé les présidents de bureaux de vote. Un mot sur le sujet en tant Jérôme qu'élu, Dubus. très rapidement. Oui, allez-y. Moi, je crois qu'il faut oublier ce premier tour. D'abord, il a été fait dans des conditions extrêmement difficiles. Sur les bureaux de vote de Paris, il y en a certains qui étaient très bien tenus et où les barrières ont été exceptionnelles, effectivement. Puis il y en a d'autres où ça a été pas bien tenu. Et effectivement, au moment du dépouillement et surtout au moment de la compilation des résultats en mairie, il y a eu beaucoup de contacts. Ça, c'est indéniable. Alors, on ne saura jamais si ça a été le lieu où la contamination est passée. On ne le saura jamais. Mais je crois que pour l'avenir, moi, je suis d'accord avec Régis. Je crois qu'il faut reporter ces élections tant que la situation, d'abord sanitaire, évidemment, ne sera pas réglée, mais surtout la situation politique, économique, sociale et évidemment psychologique des Français. Alors là, vous parlez d'un horizon lointain. Oui, je parle d'un horizon qui serait effectivement en mars 2021. Ah oui. Qui serait de regrouper effectivement toutes les élections locales, régionales, départementales et municipales, pour ceux qui n'ont pas été élus évidemment au premier tour, et de faire en sorte qu'il y ait un grand rendez-vous démocratique au mois de mars 2020. Je crois que c'est effectivement la solution qui me paraît la plus sage et la plus raisonnable dans le climat actuel. Reporter des élections au mois d'octobre, ça me paraît difficile, puisque je ne suis pas du tout certain que la situation économique et sociale le prête. Je crois que les Français auront d'autres choses dans leur esprit et à juste titre. Et il faut effectivement faire en sorte qu'on ait une réflexion avec les partis politiques, avec les formations politiques, avec le président de l'Assemblée, avec le président du Sénat. Je crois que d'ailleurs ça va avoir lieu ce midi, pour faire en sorte qu'on ait une décision qui prenne en compte tous ces paramètres et non pas seulement le paramètre sanitaire. Alors, juste sur ce point... Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Miard? Oui, écoutez, premièrement, je crois que c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète. Il faut attendre un peu, parce qu'on est dans la période du pic, on n'est pas dans une période, effectivement, de déconfinement, et je voudrais revenir d'ailleurs à ce propos. Alors, organiser 3 élections en une, c'est pas simple, hein. C'est moi qui vous le dis, c'est pas simple parce que les gens se trompent et là il peut y avoir des chassés-croisés. On a déjà eu 2 élections organisées, des municipales je crois et des cantonales, comme on les appelait avant. Donc ça c'est jouable. À 3, c'est vraiment assez difficile en matière de logistique. Mais je voudrais revenir, je voudrais simplement dire sur cette affaire du premier tour que les mesures barrières, si vraiment c'est là que ça n'a pas fonctionné, il est possible que dans certains endroits ça n'ait pas bien fonctionné, c'est exactement les mesures barrières que l'on met en œuvre aujourd'hui pour permettre aux gens de sortir un peu. Donc il y a un moment, je comprends pas. Et c'est là. Mais il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets. Il y a celui effectivement du premier tour. Est-ce que des gens ont été contaminés? Et puis l'autre sujet qu'évoquait Régis de Castelnau, à savoir, puisqu'il a été évoqué et qui va être évoqué effectivement avec les 2 présidents Assemblée nationale et Sénat, le report des élections du second tour. Et nous sommes prorogés aujourd'hui dans les constitutions des conseils municipaux anciens. On fait fonctionner la boutique. Et alors je voudrais justement donner un coup de chapeau à l'ensemble des agents municipaux de nos villes qui sont sur le tarmac et qui assurent la gestion des services, parfois avec effectivement confinement, parfois de manière avec des permanences téléphoniques, mais ça fonctionne. Et je peux bien sûr attester que ce que je connais autour de moi, dans toute la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Bouques-de-Seine, ça fonctionne, et en particulier bien sûr dans la ville de Maisons-Laffitte que je dirige, enfin que j'administre. Donc ça, de ce côté-là, je partage aussi. À Paris, ça fonctionne assez bien. Et donc, de ce côté-là. Maintenant, je voudrais dire un mot sur... J'ai été assez surpris hier d'entendre plus exactement qu'on pose la question au Premier ministre sur cette histoire de déconfinement. Je veux dire, ça me paraît quand même... Alors, je sais qu'il faut vivre d'espoir. On va en sortir un jour. Du moins, je l'espère. Sinon, l'humanité est foutue. Donc, mais qu'on puisse poser cette question maintenant, un peu de manière humoristique, vous savez, ça me rappelle une blague qui courait à Moscou du temps d'Eltsine. Et Eltsine faisait un discours en disant je vois le bout du tunnel. Et à ce moment-là, au café Pouchkine, il y avait un Russe qui sirotait sa bière et qui disait camarade Tavariche, tu te trompes, la lumière que tu vois, c'est le train qui vient d'en face.
Donc, alors ça vaut ce que ça vaut, pour bien rire, surtout avoir un peu d'humour dans ces moments-là. Mais ça prouve qu'en réalité, poser la question du déconfinement aujourd'hui, je dirais, il faut véritablement être devin pour le savoir. Si je peux me permettre, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas tant que la question ait été posée, ce qui après tout peut faire partie d'un questionnement. Moi, c'est la façon dont Édouard Philippe a mis le problème sur la table. Il aurait pu dire, écoutez, on y travaille, mais c'est prématuré. Au lieu de ça, il s'est montré presque enclin à parler du déconfinement, alors que je rappelle, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé le confinement, il n'a pas été capable de prononcer le mot confinement pendant toute son intervention. Et il me semble qu'au moment où les gens se disent, tiens, il y a les vacances de Pâques, peut-être que je pourrais aller rejoindre ma famille là, mon frère, ma soeur, ma mère, parler de déconfinement et dire c'est prématuré. Non seulement c'est prématuré, mais c'est ce que l'exécutif a souvent fait depuis quelques semaines, c'est-à-dire que de la même façon qu'organiser le premier tour et lancer le confinement quasiment 48 heures après était une injonction paradoxale, il me semble qu'on en revient exactement à la même question, c'est-à-dire qu'on est en train de prolonger le confinement de 15 jours, peut-être va-t-on le prolonger encore de 15 jours, et déjà on parle de déconfinement, il y a quelque chose dans la tête des gens qui va être extrêmement ambigu. C'est le train d'en face qui arrive et à mon avis on risque d'avoir des boomerangs. Alors, je suis assez d'accord, moi, avec vous, j'ai eu la même réaction. Jérôme Dubus. J'ai bien entendu ce que disait le Premier ministre hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, cette commission d'information, qui est d'ailleurs très intéressante et très utile. Il répondait d'abord à une question d'un parlementaire. Mais il pouvait refuser d'y répondre en disant que la question était prématurée. C'était pas le moment. Non. Et il n'a pas dit qu'il allait envisager le déconfinement. Il a dit qu'il fallait préparer les conditions du déconfinement. Oui. Alors, mais ça veut dire qu'on l'envisage alors qu'on n'y est pas. Non mais attendez, on ne peut pas dire que l'exécutif a mal préparé cette crise et dire que... personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Si, Virginie, beaucoup de gens, tout le monde le dit. Oui. Non mais je parle des gens qui sont aujourd'hui ici, là, dans cette émission, personne ne l'a dit. Je voudrais terminer mon propos parce que c'est inaudible pour les... Oui, allez-y, Jérôme. Le déconfinement, il se prépare maintenant par des batteries de tests qui sont insuffisants aujourd'hui, on le sait très bien. L'Allemagne aujourd'hui teste à peu près 500 000 personnes par semaine, on en teste à peu près 10 ou 15 000. Parce qu'on n'a pas les tests. On n'a pas les tests. C'est cette préparation-là qu'Édouard Philippe a envisagé et il n'a pas annoncé de déconfinement. Il a annoncé une préparation des conditions de déconfinement. On va le réécouter. On va marquer une petite pause et on va le réécouter au retour de la pub. On va réécouter exactement ce qu'il a dit. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec des personnalités fortes mais qui se sont très bien comportées dans la deuxième partie. Virginie Leguet, Jérôme Dubus, Régis de Castelnau et Jacques Miard. Alors réécoutons le Premier ministre hier à propos du déconfinement. Nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui, laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Nous espérons pouvoir, dans les jours, la semaine, les jours qui viennent, donner une perspective à nos concitoyens. Voilà, donc là on a les propos exacts. Donc il a peut-être raison de dire, comme ils ont loupé, on peut le dire, la préparation, le démarrage du confinement, de réussir ce déconfinement. Maintenant, c'est vrai que ça donne un espoir. Valérie, exactement ce que je disais. Alors Régis. Je voudrais ça fait deux fois que je vais être d'accord avec Jérôme, je dois être malade, moi. Prenez votre température, Régis. Oui, je dois être malade d'être d'accord avec LREM, c'est horrible. Allez-y. Mais si vous voulez... J'aurais au moins gagné ça ce matin. Oui. Vous pouvez quelque chose de louche. Ça ne va pas durer longtemps. Non, ce que je veux dire, c'est que les études d'opinion sont assez accablantes pour l'État. 75% des gens qui pensaient il y a quelques jours que l'État ne sait pas où il va. Bon, on a désormais Édouard Philippe. C'est
pas le Premier ministre dont je rêve, mais il y a, semble-t-il, un patron. C'est déjà quelque chose. Deuxièmement, c'est difficile de ne pas parler de l'après, et surtout ce qu'il dit dans sa déclaration, hein, là je prends un peu sa défense, et il dit, voilà, on va le préparer, on a des orientations, etc. Les gens qui sont confinés, moi j'ai la chance de l'être dans des conditions confortables, mais c'est dur, c'est très dur le confinement dans les cités, dans les petits appartements, etc. Hein, et puis c'est dur pour les gens qui sont mobilisés. Hein, donc, offrir des perspectives, si vous voulez, on n'est plus à l'époque de Churchill, hein, du sang, de la sueur et des larmes. Non, non, il faut tracer des lignes et donner des perspectives et des encouragements. C'est peut-être prématuré. Oui, mais ce que disait Virginie, est-ce que c'est pas prématuré et est-ce que ça envoie pas un message un peu brouillé en disant on voit le bout du tunnel? Oui, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Effectivement l'histoire du bout du tunnel. Et je comprends parfaitement, c'est humain. On ne va pas accabler ces propos, je crois qu'il faut en sortir. Mais en revanche, dans les propos du Premier ministre, il va y avoir toute une série d'interrogations et de polémiques qui vont naître en disant mais pourquoi telle région s'est acceptée, pourquoi c'est pas accepté dans l'autre. Donc on voit très bien qu'on est rentré dans une problématique qui va poser problème. Donc je crois qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec Virginie, qu'il aurait dû dire, écoutez, nous verrons, pour l'instant nous sommes dans le pic, et je vais vous en donner un autre exemple. Mon préfet, qui est un excellent préfet, vient de m'écrire sur le marché en disant d'accord, vous prenez toutes les mesures, on est d'accord, c'est pas ça le problème. En réalité, si je vous laisse réouvrir, je donne un signal mauvais de laxisme au moment où le pic arrive. Voilà ce qu'il m'a dit en substance. Et donc le Premier ministre, dans ses propos, en mettant sur la table cette histoire de déconfinement qui viendra bien sûr un jour, personne ne peut le nier et personne ne peut ne pas le souhaiter. Mais ce qui est clair, c'est que véritablement, il lance a priori une polémique qui va, à mon avis, prospérer. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Et moi, je vous dis très nettement, hein, je suis véritablement, autant je suis un opposant à Emmanuel Macron sur un tas de sujets, autant sur cette affaire de pandémie, je crois qu'il y a un moment, il faut se méfier des critiques pour les critiques, parce que si nous étions au pouvoir, je ne sais pas comment on aurait géré l'affaire, sans doute dans les mêmes conditions. Et puis comment gérer une crise sanitaire qu'on ne pouvait pas prévoir, dont on ignorait la dangerosité au début, rappelez-vous. Voilà. Un dernier mot d'Édouard Philippe hier. Oui. Il a été très clair. Il prépare le déconfinement. Il n'a pas parlé de déconfinement. Mais en prononçant le mot à plusieurs reprises, il a ancré dans l'idée des gens qu'il était là. Non, il ne crée aucune. Il en a trop dit, Jérôme. Ce sont d'autres personnes dont on connaît très bien les affinités politiques et les objectifs politiques. Quand il a dit ça hier, au contraire, il est dans une anticipation, il est dans l'optimisation des moyens. Jérôme, Jérôme, pardon. Au gouvernement attendez, de ne pas faire lorsque la pandémie est arrivée. Jérôme, pardon, qui prépare ce déconfinement, qui le disent qu'il le prépare, mais qui prononce le mot régulièrement dans sa réponse, et comme si c'était quasiment une évidence, comme si c'était quelque chose qui allait arriver, alors que on ne sait pas la durée du confinement déjà, on ne la connaît même pas la durée totale du confinement, me paraît être très imprudent. Et je ne sais pas où vous êtes tous les uns ou les autres, mais moi je peux vous dire que depuis 48 heures, il y a plus de voitures dans les rues, il y a plus de gens dans les rues, et il y a du monde qui sort. Comme si évidemment... Ça n'a rien à voir avec les propos d'Édouard Philippe. C'était hier soir, Virginie, Édouard Philippe, c'était hier soir. Ce matin, il y avait du monde dans les rues, il y avait du monde sur les routes. Renseignez-vous, vous le verrez. Philippe, enfin. Bon, écoutez, je comprends que vous vouliez absolument défendre Édouard Philippe. Moi, je vous dis que parler de déconfinement, alors qu'on est au jour 17 du confinement et qu'on va peut-être en avoir pour 45 jours, est un sujet prématuré et ça donne un signal de souplesse aux Français qui ne peuvent pas l'entendre. Jérôme, pas tous en même temps. Jacques Miard. Jérôme, je vais te dire une chose. C'est sûr. Je vais te dire une chose.
Il suffit d'attendre comment ça va évoluer. Et là, ça va tomber. Je suis assez d'accord avec Virginie, c'est qu'à partir du moment où l'affaire est lancée, les questions vont revenir. Alors c'est quand? Alors même qu'on n'a pas atteint le pic. Et d'ailleurs, moi j'ai été très étonné, ça, effectivement, que le président de la République n'ait pas le courage de dire confinement, point barre. Et on ne parle pas pendant 25 minutes, on parle pendant 5 minutes de manière solennelle. Oui, mais ça, c'est autre chose. Absolument. Mais reprocher à Édouard Philippe d'envisager le déconfinement et de préparer les conditions pour lesquelles ça pourrait se faire dans des conditions qui seraient meilleures que ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas lui reprocher ça et créer des polémiques avec ça. On ne lui reproche pas de le préparer, on lui reproche de l'envisager publiquement. Valérie, je voudrais ajouter quelque chose. Alors, je voudrais ajouter Régis quelque chose concernant me voir défendre Édouard Philippe, au secours. Mais qu'est-ce qu'il dit, Édouard Philippe, face à une population qui est dans l'interrogation? Les 750 000 candidats au bac se demandent, tous ceux qui ont des concours, les travailleurs, les boîtes qui vont mal, etc. Tout le monde se demande. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dresse comment dire, non pas des perspectives en disant ce sera à telle date, etc. Il dit, non, mais des hypothèses. Pas du jour au lendemain, en coup de sifflet, tout le monde peut sortir, on recommence. Il dit non, ce sera pas comme ça. C'est-à-dire que il y aura, moi, du haut de mes 70 balais, je sais que je ne serai pas le premier à sortir. Je sais que je ne serai pas le premier à sortir. Il y aura de la casse au déconfinement. On le sait. Ce sera clairement c'est justement un des prix à payer. Donc, je dis, il dresse des perspectives en disant le déconfinement, ce sera pas simple. Et donc, attendez-vous à des différences de région, etc. Moi, pour une fois, je trouve ça responsable. Et regardez ce qui se passe en Chine. Regardez ce qui se passe en Chine, par exemple. Jérôme Dubus. On a déconfiné à un certain... Enfin, Wuhan, la province de Wuhan va être déconfinée le 8 avril. C'est-à-dire qu'ils sont restés confinés 70 jours. C'est quand même une indication, 70 jours. Bon. On apprend ce matin qu'il y a une nouvelle province, alors qui correspond à un département français, bien plus grand évidemment, c'est pas du tout les mêmes échelles, qui est en train d'être reconfinée. Donc il faut faire quand même très attention à ce qu'on dit également. Eh bien oui. Mais justement, mais est-ce que c'est pas justement c'est contradictoire avec ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un moment où le président de la République et le gouvernement vont pas être confrontés à ce choix de dire on va déconfiner petit à petit parce qu'il faut que l'économie reprenne et que le choix entre la santé et l'économie va être terrible pour eux à faire. Ah non, il n'y aura pas de choix entre la santé et l'économie, c'est la santé qui va primer. C'est la santé qui va primer. C'est précisément la raison pour laquelle il faut préparer dès maintenant le déconfinement. C'est exactement ce qu'a dit Édouard Philippe. Alors là, le déconfinement, on ne peut le faire que quand on aura des masques, des tests et qu'on pourra tester les gens. Exactement. On est bien d'accord. C'est exactement ce qu'il a dit hier. Non. Alors, on a un auditeur. Marcel est en ligne avec nous. Bonjour Marcel. Oui, bonjour. Marcel, bonjour. Oui, je vais vous dire, moi je suis extrêmement surpris par la discussion. J'ai l'impression qu'il y a certains de vos intervenants qui ne sont pas dans un monde réel. Parce que je vais vous dire, vous pouvez interpréter comme vous le voulez la façon dont Édouard Philippe a parlé du déconfinement. Ce que les gens vont retenir dans leur cerveau, c'est le mot déconfinement. Exactement. Je pense que stratégiquement, il a fait une faute majeure. Comme le jour du premier conseil de défense qui a été réuni par le président de la République, la seule chose qui en est ressortie et que n'a pas annoncé Mme Sibeth Ndiaye pour des questions de tactique, c'était l'utilisation du 49.3 pour la loi sur les retraites. Donc moi, je vais vous dire, je suis très surpris. Et je voudrais dire une chose à M. Miard aussi. Alors, je voudrais dire aussi que de toute façon, sans masque et sans test, à mon avis, le déconfinement, c'est du domaine du rêve et ça va être très long. Et je voudrais dire une chose à M. Miard, que j'écoute beaucoup, avec lequel je ne suis pas en contradiction sur beaucoup de sujets. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Miard, sur les élections. On ne peut pas annoncer le soir qu'à minuit, tous les lieux de convivialité seront fermés et demander le lendemain aux gens d'aller voter, parce que là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est paradoxal. Pour moi, c'est totalement ce qui se On revient au premier tour. On peut le comprendre. C'est ça que je voulais vous dire. Mais je pense que sur le déconfinement, au-delà de tout ça, j'ai l'impression que ça va être très long parce que on nous a dit qu'il fallait rien que pour les personnels de santé en première ligne, 40 millions de masques par semaine. Ouais. Donc pour équiper la population pour sortir d'un déconfinement, je veux dire combien de temps il va falloir pour avoir des masques?
D'autant qu'il faut changer les masques, vous avez raison de le dire, toutes les 4 heures. Ouais. Voilà, et les tests, et pouvoir tester la population. Une production très faible et qu'on se fait squeezer par les Américains qui ont plus d'argent que nous pour les acheter sur place. Ouais. Oui, enfin, voilà. Ce qui est certain, c'est que les mesures barrières, mesures barrières qui ont été prises pour les élections sont celles qu'on utilise maintenant de manière quotidienne pour aller faire ses courses, pour promener le chien mais non, pour aller mais travailler. pas au moment du dépouillement, voyons. Enfin, mais si au nom du dépouillement, moi j'ai bien vu comment. Alors je ne sais pas. Ils étaient tous les uns contre les autres. Ça n'a pas été partout mais pareil. là, il est possible que ça ait été le cas. Ça, j'en disconviens pas, mais ça n'a pas été le cas chez nous à ce titre. Mais il est vrai qu'il y a eu, au moment de la proclamation des résultats, il y a eu la distance de 1 mètre, ça je vous l'accorde, n'a pas toujours été respectée. Mais je voudrais en profiter pour rendre hommage. Je voudrais en profiter très rapidement pour rendre hommage à cette classe politique qui paye finalement un lourd tribut à la maladie. On a vu, bien sûr, et entendu Patrick Devedjian, mais il y a également des conseillers municipaux en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans différentes régions de France. Partout en France, partout en France. Oui, bien sûr, qui sont morts et qui n'étaient pas tous forcément si âgés que ça. La classe politique est restée très exposée jusqu'à la tenue de ce premier tour et qui a fait campagne jusqu'au bout, je trouve, on a aujourd'hui des conséquences très lourdes. Virginie, et là c'est un abus de terme, il n'y a pas de classe politique. Nous sommes des citoyens élus et nous appartenons tous à la même classe nationale. Il y a un moment, quand on dit la classe politique, c'est différent, bien sûr, des citoyens, non, ce sont des gens élus et ce sont des citoyens à part entière comme les autres et qui sont soumis malheureusement aux mêmes aléas. Ce que je voulais dire, c'était que ces gens élus, quand ils ont fait campagne pendant des semaines pour la campagne des municipales, ils ont été en contact avec beaucoup de gens, peut-être plus que des citoyens qui ne sont pas élus. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Avec Jacques, on peut témoigner. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais on a, nous, une auditrice, Lynn, qui nous dit qu'à Marseille, il n'y a pas eu dans son bureau, pas à Marseille, pardon, à Toulouse, il n'y avait pas de geste barrière et que c'était. Ça a été. Je vous confirme, moi, qu'à Paris, il y avait des bureaux qui étaient très bien tenus et d'autres qui étaient moins bien tenus. Voilà. Bon, allez, on va pas refaire ce match-là. Oui. On va pas refaire le débat. Après avoir voté Hidalgo, ils ont été dans les jardins. Ça a scandalisé tout le monde, mais effectivement, il y a eu une façon d'aborder de façon assez légère ça, même si à Maison Lafitte, je crois, Jacques, c'était sûrement parfait. Mais non, on n'est pas parfait. Mais on essaye de faire le mieux. Qu'est-ce que c'est que cette failloterie, Régis, tout d'un coup, là? Non. Je rends hommage. Et donc, non, ce premier tour, c'était une catastrophe. C'est tout. Allez, on va pas en reparler pendant 107 ans. Mais bon, on a parlé du déconfinement. On aura une auditrice en ligne avec nous. On marque une toute petite pause, 0826 300 300, si vous voulez réagir à notre débat. À tout de suite sur Sud Radio. Un débat très animé aujourd'hui avec Virginie Leguet, Jérôme Dubus, Régis de Castelnau et Jacques Miard. Et on a René qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour René. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je voulais simplement dire à vos intervenants ce matin-là, que vous aviez juste avant la publicité, que moi je tiens un terrain de camping où nous avons des propriétaires qui se sont trouvés confinés donc dans notre établissement. Eh bien, depuis ce matin, je suis à la 7e personne qui vient me voir au bureau en me disant « Chic, ça y est, on va sur le déconfinement. » Eh ben voilà. Voilà. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est simplement... Il va falloir réexpliquer, alors. Voilà. Ça, Jérôme, oui. Et tu vas avoir du mal, hein. Vous avez du boulot, alors, attendez, je voudrais qu'on continue avec René. Qu'est-ce que vous leur répondez aux gens? Je leur réponds que non. Il n'est pas du tout question du déconfinement. Vous savez, moi, j'ai donc sur mon accueil, le bureau d'accueil, j'ai imprimé des attestations pour qu'ils puissent les avoir à leur disposition. En fait, depuis le début, j'ai dû en imprimer une quarantaine. Ce sont toujours les mêmes qui les prennent parce qu'ils vont faire des courses tous les jours. Et donc là, j'en suis arrivée à leur dire, attention, il ne faut pas aller en course tous les jours. Vous avez le droit une fois par semaine. J'ai un peu exagéré parce que sinon, on n'en sort pas.
Ouais, ouais, ouais. Mais là, vous confirmez que le mot de déconfinement a été compris comme une sorte d'allègement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ça fait tilt tout de suite. Hein. Les gens sont dans le déconfinement. Ça y est, on n'est plus confinés, c'est terminé. Ouais, bah oui. Merci de votre témoignage, René. Merci à vous, merci de nous avoir appelés pour vous aussi prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont confinés chez vous également et de faire ce travail de pédagogie. Voilà, on revient à ce qu'on disait. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti franchement. Oui, il faut organiser le déconfinement, mais est-ce que c'est le moment Chaque chose en son temps. Alors que c'est pas fini? Je sais pas, qu'est-ce que vous répondez, ceux qui étaient pour que ce déconfinement soit évoqué? Non, mais le témoignage est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire. Il faut dire deux choses. Il faut dire, un, ça va durer, et deux, nous travaillons à la sortie. Si vous dites, un, ça va durer, les gens, c'est quand même assez angoissant pour les gens. Je vous rappelle, j'ai dit tout à l'heure que le confinement à Wuhan, c'était 70 jours. Mais enfin, les gens ne sont pas des enfants. Mais attendez, moi je voudrais juste vous dire, vous dites les gens. 30 secondes, je termine. Allez-y. On sait que le confinement à Wuhan a duré 70 jours. Deux, le ministre de la Santé britannique, qui est d'ailleurs atteint par le coronavirus, nous a dit l'autre jour que c'était entre 3 mois et 6 mois. Donc on a quand même des éléments aujourd'hui assez précis qui nous font dire que ça va durer plus d'un mois, plus de 2 mois. Mais vous pouvez pas dire aux gens, on entre dans un tunnel. On prend les Français pour des abrutis. Non, je termine. On ne peut pas dire aux gens, pour reprendre la métaphore de Jacques de tout à l'heure du tunnel, vous rentrez dans un tunnel, on ne sait pas quand est-ce que vous allez en sortir. Il faut quand même leur donner un espoir. Les gens, ils sont grands. Les gens ne sont pas des enfants. Les gens ne sont pas des enfants. Enfin, on ne prononce pas le président de la République, il ne prononce pas le mot de confinement pour pas que ce soit anxiogène. Mais on est on parle de guerre. On est dans une situation. On est dans le confinement. Enfin, voyons. Bon, alors pourquoi pas dire le mot et pourquoi parler de déconfinement pour laisser un espoir qui aujourd'hui n'est pas là. Voilà. Quelle passion! Mon cher Jérôme, il va falloir quand même aussi... Tu sais, le meilleur moyen quand on est dans une majorité, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas être cloné aux autres. Et tu as intérêt à penser par toi-même. Et quand il faut dire, Monsieur le Président, je suis pas d'accord, suis l'exemple que j'ai eu, j'ai dit non à tous les présidents de la République, y compris Sarkozy. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes le modèle de tellement de gens, Jacques. Là, elle se fout de moi, elle a raison. Bon, merci Jacques pour ta formation accélérée ce matin. Ça, Jacques, priez pour nous. Jérôme, je ne désespère pas que véritablement tu vas te rendre compte que tu t'es planté. Ça viendra. On a un auditeur. On a un auditeur en ligne, Eric des Bouches-du-Rhône, qui souhaitait réagir également. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Merci déjà de nous laisser la parole. On est ravis de vous entendre. Depuis très longtemps et débattre de tout ça et parfois avec beaucoup de tempérament et c'est ce qui permet, ce qui est intéressant dans ce débat. Et juste pour rebondir sur le mot du déconfinement, il va bien falloir que les gens comprennent que ça ne peut pas se réaliser aussi rapidement que ça et qu'on ne va pas vivre du jour au lendemain comme on vivait avant. Exactement. Je crois les gens capables et assez adultes pour réaliser ça, mais il faudrait quand même que le pouvoir politique en place donne l'image aussi, dans le sens où, par exemple, l'autre jour, quand je vois la secrétaire d'État expliquant qu'on n'a pas réellement besoin de masques ou qu'on ne saurait pas comment ça servir, c'est quand même vraiment prendre les gens pour des cons. Moi, alors que tout simplement, il n'y en a pas assez. Oui, c'est un mensonge. Il faut arrêter d'être con et de nous prendre pour des idiots. On est là, nous on travaille avec mes gars, moi je suis maraîcher, donc tous les matins on coupe des salades, on entretient nos tomates, on prend des distances de sécurité. Pour moi le primordial c'est qu'il n'arrive rien chez moi à mes hommes, et d'entendre ça c'est vraiment nous prendre pour des cons. Si chacun avait un masque, une paire de gants, c'est déjà beaucoup plus rassurant, et ça permettrait quand même une sécurité, même eux je pense psychologiquement, de se dire tiens, là on n'est même pas foutu de fournir 10 masques à 1 euro quoi. La première chose, la gestion de la pénurie. La gestion de la pénurie. On verra l'enquête après, parce que aujourd'hui, je crois qu'il faut confiner. Et mais quand on est comme... Mais je voudrais qu'Éric nous explique, lui, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de travailler, vous êtes maraîcher. Bien sûr, comment vous faites d'ailleurs? On n'a pas le choix, on est en pleine saison. Bon, on livre nos clients, c'est moi qui m'occupe de la vente et de la livraison auprès de mes clients, donc... on va finir par nous si on continue à ce rythme, comme je dis toujours, parce que on utilise nos chariots, on a des gants jetables, on se tient très loin de tout le monde, toutes ces choses-là. Et puis mes gars, c'est pareil. Je leur ai obligé une distance avec, de temps en temps, on sent un peu la voix pour leur dire qu'il faut qu'ils
percute réellement que c'est quand même quelque chose qui est dangereux, qu'il faut qu'ils se méfient de tout ça. Mais on est là, on fait le taf et on assure. Et après, pour dire que vraiment, depuis le début de la pandémie, on nous prend quand même pour des idiots. Le ministre de la Santé qui part en campagne électorale en pleine pandémie, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est et qui dit après qu'elle savait à quel point la crise allait être sévère. Moi, je suis effrayé d'entendre tout ça, d'avoir des gens aussi incompétents, alors pas incompétents d'un point de vue technique, mais incompétents, et je ne sais pas comment on peut faire ça, avaler ça aux Français. Et je suis très inquiet, très pessimiste sur la sortie de crise politique, qu'elle soit au niveau national ou surtout au niveau international, avec une Union européenne qui n'a pas été l'ombre d'elle-même, quoi, qui n'a rien vu venir. Les États ont pris des mesures pour se protéger. Je suis effrayé. L'Union européenne avait là, à mon goût, pourtant je suis maraîcher, on s'est souvent battu contre l'Union européenne, mais je suis conscient qu'elle nous a permis de vivre en paix sur au moins l'Europe occidentale, et elle aurait pu l'agrandir, et puis elle en sort petit, et Ramona avec elle tous les populistes et les extrémistes contre elle, mais qui forcément arriveront à faire un score. Je suis effrayé de cette sortie-là. Je suis effrayé qu'on n'ait rien vu venir à ce niveau-là. À ce propos des anti-européens, je voudrais souligner la stratégie extrêmement agressive, offensive de Marine Le Pen, qui passe son temps à dire l'exécutif nous a menti, n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et je suis bien persuadée que ça s'adresse à son électorat et que son électorat le reçoit 5 sur 5. Oui, elle n'a pas besoin de parler beaucoup. Alors, Marine Le Pen. Elle parle beaucoup, Jacques Miard, Moi qui pense que la construction européenne telle qu'elle a été faite, ça a été une fuite en avant. Nous avons besoin de coopération européenne. Il n'y a pas d'alternative. Nous avons toujours conduit une politique étrangère de la géographie et nous devons avoir des accords avec nos voisins. Le seul problème, c'est que parfois on a mis en place des processus qui sont légèrement utopiques. Et je peux vous dire que je ne suis pas le seul à le penser. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il faut bien sûr avoir une meilleure coopération européenne. On voit d'ailleurs, c'est là où on voit quand on parle de souveraineté européenne, comme le fait Macron, qu'il y a des limites, puisque c'est l'Allemagne qui bloque les frontières avec la France et les Pays-Bas. Donc on voit très bien que ce que nous devons reprendre, c'est la maîtrise de notre destin, et que ce destin, ça passe d'abord par une souveraineté nationale sur un certain nombre de sujets, mais il est hors de question de fermer les frontières, parce que ça, c'est une utopie véritablement qui ne tient pas. Même au temps du rideau de fer, c'était jamais fermé complètement. Donc il est évident que nous avons besoin de coopération européenne, mais il est non moins évident que véritablement on ne doit pas rêver des choses utopiques. Qui plus est, cette pandémie, elle est mondiale, et c'est là où nous devons retrouver des règles multilatérales, et c'est du côté de l'Organisation mondiale de la santé qu'il va falloir travailler. Et là, les Américains, ils se sont en train de prendre une belle gifle quand ils critiquent à longueur de temps toutes les règles multilatérales au niveau de la planète. Régis de Castelnau, vous n'avez pas entendu? Non, je voudrais rebondir là-dessus sur le retour des nations. L'UE, effectivement, a montré ce qu'elle était. Mieux d'Europe, plus d'Europe. Elle a montré que c'était une bureaucratie, elle a montré que c'était un appareil particulier juridique, mais en aucun cas un outil de forme étatique capable de faire jouer les solidarités. Et lorsqu'arrive la catastrophe, je constate que le réflexe national revient, mais pas parce que les gens sont chauvins ou nationalistes, c'est parce que c'est l'espace pertinent dans lequel on s'exprime, et dans lequel on élabore les solutions, dans lequel on est capable de fonctionner en tant que peuple, et les autres peuples sont tout à fait respectables. Mais là, aujourd'hui, je suis relativement fier, moi, de la façon dont le peuple français réagit, avec les imbécilités qu'on connaît et tout, mais tous ceux qui devaient le faire ont fait leur devoir, mais c'est l'espace national qui le permet. Mais moi, je voudrais simplement dire une chose à propos de l'Europe, c'est qu'elle aurait pu se montrer exemplaire dans cette crise sanitaire, et qu'une fois de plus, elle a fait la preuve que dans le fond, l'Europe, c'est une addition d'égoïsme et de chacun pour soi. C'est pareil pour l'Europe de la défense, c'est pareil pour l'accueil des migrants, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on parle bien quand il se passe rien, et quand il se passe quelque chose, ça ne marche pas. Merci à tous les quatre. On va s'arrêter. J'espère que ça n'a pas été trop cacophonique pour vous aujourd'hui. En tout cas, c'était passionnant. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée avec vous sur Sud Radio.